Vous écoutez Procrastination, saison 9, épisode 6, Liberté de discours et validation autoriale, première partie. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. Ah, on peut plus rien dire, ma bonne dame. Entend-on dire de nos jours, n'est-ce pas un paradoxe d'ailleurs quelque part? Y a-t-il toute liberté en art? Procrastination, dans sa grande tradition de régler les trucs en 15 minutes, va vous régler ça en 15 minutes, ou peut-être 30, on va voir comment ça se présente. Mais il est grand temps d'aborder cette fameuse question, qui est les valeurs qu'on transmet volontairement ou pas dans sa fiction, l'éventuelle toxicité des modèles qui sont véhiculés, la responsabilité de la parole et l'usage qu'on en fait versus cette citation que moi j'aime beaucoup de Kafka qui est « Un livre doit être la hache qui fend la mer gelée en nous ». Où est-ce qu'on place les curseurs? Est-ce qu'on peut tout dire dans la fiction, sachant que c'est fictif, ou est-ce que la question est plus complexe? À mon avis, spoiler alert, elle l'est. Alors, moi je commencerai par un truc très bateau, mais qu'on ne dit pas encore assez sur ces sujets. Parce que à l'heure où nous parlons, donc là on enregistre en 2024, on est effectivement dans une période où la censure dans l'Europe, les États-Unis, tout ça, le monde occidental pour faire grossier, est en train de remonter. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très concret et sur lequel on peut pas fermer les yeux. Voilà, moi je suis notamment ce qui se passe en Floride où il y a des censures de livres dans les écoles, dans les bibliothèques qui sont hallucinantes. Voilà, où sont censurés les sujets LGBT, les sujets sur l'esclavage, les livres sur la censure. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, enfin, on voit aussi ce qui se passe en Hongrie, par exemple, qui est dans l'Europe. Donc, où, pareil, on est dans un monde où, effectivement, la censure arrive. On a vu l'année dernière, donc, pour la première fois depuis des décennies, le ministère de l'Intérieur avait voulu censurer un livre jeunesse pour adolescents. Donc, avant tout, on va parler de ces sujets sur le plan, philosophique, littéraire et tout, mais j'aimerais qu'en toile de fond, on garde cette idée qu'aujourd'hui, la censure existe dans le monde occidental, que la censure avance, et que c'est une censure très concrète sur des sujets très, précis, visibles. Donc, quand même se dire qu'on parle dans ce paysage-là aussi, et dans un monde où la liberté d'expression commence à être un combat. Voilà, et garder ça en fond quand même de nos réflexions me semble important parce qu'on vit dans un monde réel et concret où on voit aussi, mine de rien, que la censure en France commence à avancer, notamment au travers des concentrations des grands groupes culturels, et que par exemple certains sujets ne sont plus abordés dans certaines séries parce que derrière il y a un grand groupe culturel dirigé par quelqu'un qui veut faire avancer ses idées. Ça existe. Donc gardez en fond que quand même on peut parler de tout ça avec encore une liberté de parole, mais que derrière le paysage est sombre. J'ai bien plombé l'ambiance dès le début. Mais c'est super important, merci de le rappeler et merci de le dire. Absolument. En fait, quand on entend on peut plus rien dire, bizarrement, c'est souvent de la part des gens qui sont les premiers à censurer les trucs. Quand je vois des on peut plus rien dire rapport à certaines critiques qui sont faites sur des bouquins, souvent en fait c'est parce que il y a des erreurs ou des préjugés qui ont été signalés, parce que il y a pu y avoir une paresse intellectuelle ou même de la bêtise derrière, et à ce moment-là, il fallait faire cette voix. En fait, j'ai mis dans le titre Liberté de discours et validation autoriale parce qu'en fait, rapport aux valeurs qu'on véhicule dans sa fiction et rapport au discours qu'on met, il y a justement cette notion très importante qui est la validation autoriale. Le compas qui va guider le travail, c'est bien entendu que la fiction est fictive, bien entendu qu'on raconte des histoires, c'est pas un essai, que s'il y a un méchant ou un psychopathe, ça veut évidemment pas dire que l'auteur est méchant ou psychopathe, et que par moment l'histoire dicte d'aller dans des terrains difficiles ou controversés ou compliqués, et c'est plutôt une bonne chose. Mais derrière, ce qui est pour moi le juge de paix, c'est le concept de validation autoriale, c'est-à-dire qu'est-ce que l'auteur, qu'est-ce que la narration en elle-même valide, présente, quelle valeur elle véhicule, et puis aussi est-ce qu'elle fait attention à ses préjugés éventuellement inconscients qu'elle pourrait avoir, est-ce qu'elle essaye de faire les choses bien, mais donc du coup, qu'est-ce que la narration donne à valider? Qu'est-ce qu'elle véhicule
comme valeur, et à partir de là, si les choses sont claires, on parle de littérature adulte, parce que dans la littérature jeunesse, c'est évidemment encore plus complexe, mais il n'y a pas de crainte à avoir, je pense, rapport à on peut plus rien dire. Les lecteurs sont pas idiots, ils savent évidemment faire la différence entre les méchants et les gentils, et sans tomber dans un manichéisme primaire. On a eu il y a très longtemps un épisode sur les méchants et les gentils montrant effectivement toute la complexité de la chose, mais que derrière, il y a toujours la main invisible de l'auteur ou autrice qui véhicule dans sa fiction les valeurs et des valeurs. Et ces valeurs-là sont potentiellement totalement distinctes des personnages ou de l'histoire ou des événements de l'histoire à proprement parler. Et à partir du moment où on est clair sur sa validation autoriale, et je pense qu'il faut être extrêmement clair sur sa validation autoriale, il n'y a pas de souci, à mon avis. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, j'ai envie de dire justement que ce côté on peut plus rien dire, tout ça, je suis d'accord que c'est souvent à côté de la plaque. Que la question, pour moi, elle se pose plutôt en termes de alors, on peut tout dire, j'ai la possibilité de tout dire, mais qu'est-ce que j'ai envie d'écrire ? Quelque part, dans quel monde j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer comme vision du monde ? Et quel type d'impact je veux avoir sur le lectorat ? Et on peut tout à fait, parce que je veux pas tomber dans un truc d'interdiction ou quoi que ce soit. Je pense qu'on a tout à fait le droit de ne pas le faire. On a le droit de s'en foutre, mais tout dépend ensuite. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Quel est notre projet ? Qu'est-ce qu'on a envie d'avancer ? Et encore une fois, dans quel monde on veut vivre ? Et dans quelle mesure ce qu'on écrit est en accord avec ça ? Pour moi, c'est une des questions principales qui se posent. On s'aperçoit qu'en relisant des textes anciens, il y a certaines choses qui vieillissent très mal, parce que justement, elles disent leur époque. Moi, plus le temps passe et plus j'ai la conscience que je dis quelque chose de mon époque et que justement, je me pose la question de ce que j'ai envie d'en laisser comme trace pour plus tard, ou ce que j'ai envie de montrer comme monde aux gens qui me lisent. Et j'ai aussi, mais ça c'est aussi par expérience, de plus en plus l'impression d'avoir une responsabilité parce qu'un texte a un impact sur les lecteurs, à un niveau global et à un niveau individuel. Et j'ai eu des cas de figure qui m'ont fait prendre conscience de ça. Alors je vais donner un exemple, je pars peut-être un peu à côté, mais il y a des années de ça, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué en faisant des rencontres scolaires. C'est qu'une jeune fille dans une des classes que j'ai rencontrées avait été furieuse de lire certaines des nouvelles qu'on leur avait fait étudier. Et j'ai su après coup qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'elle avait lu notamment un texte où j'avais parlé d'un personnage qui a un cancer, qu'elle-même avait eu une leucémie, et que le fait que j'ai écrit, moi, sur ce sujet sans l'avoir vécu et de la façon dont je l'avais fait, l'avait mise hors d'elle. Et pour moi, ça a été quelque chose qui m'a vraiment bouleversée parce que j'avais pas pensé à ce type de... J'étais mal, en fait, de savoir qu'un de mes textes avait pu avoir cet impact-là sur quelqu'un, alors que c'était pas du tout mon intention au départ. Et j'y repense très souvent, ça doit faire 15 ans, 20 ans, j'y repense tout le temps. Gardez en tête que j'ai un impact. J'ai un impact dans ce que je donne de vision du monde, mais j'ai un impact aussi sur des gens qui vont recevoir peut-être des choses un peu douloureuses et quel impact ça peut avoir. Désolée, je pars un peu dans tous les sens, mais parce que c'est un sujet hyper large. Lionel parlait d'écrire des idées qui ne sont pas celles de l'auteur. Et alors oui, à fond, c'est un exercice qui peut être passionnant, mais c'est un exercice qui peut être extrêmement casse-gueule. Et moi, il y a un exemple qui me hante pour ça, et je vais le poser là comme ça. C'est l'exemple de Lolita. Ou comment Nabokov, qui écrit un texte qui, pour lui, est très clairement un texte sur un personnage monstrueux parce que pédophile, adoptant le point de vue de ce personnage pédophile comme un narrateur non fiable et qui, justement, n'a pas vraiment conscience, sauf à de rares moments, de sa propre monstruosité. Ben, résultat, c'est que le terme de Lolita était associé à complètement autre chose, c'est-à-dire à des jeunes filles qui seraient dans la séduction des hommes adultes. Ce qui est complètement antinomique avec ce qui était le texte au départ. Et c'est un très très vaste sujet, très compliqué, mais c'est vraiment un exemple qui me hante. 2-3 choses pour rebondir là-dessus. Alors déjà, les textes qu'on écrit, nous, chacun à notre petite mesure, ont un impact sur le monde. Et je ne crois pas aux textes neutres. Les auteurs que j'ai vus défendre, mon texte, il est neutre, moi je fais que du pur divertissement. En fait, c'est juste des auteurs qui donc matraquaient des gros clichés, notamment sexistes, parce que étrangement, leur divertissement, il avait toujours des femmes victimes à gros seins et qui étaient des potiches et ce genre de choses. Mais c'était du pur divertissement, c'était cool. Voilà, donc bon, ça c'est le pur divertissement et ses limites. Après, oui, il y a de toute manière des textes qui auront des problèmes d'interprétation. On le voit aussi, par exemple, avec la série The Boys, qui est objectivement mais
tellement évidemment caricatural de tous les Trumpistes et tout ça, et pourtant il y a encore des Trumpistes qui, malgré un truc hyper outrancier, ont pu voir dans The Boys quand même un champion de leur cause dans Homelander, qui est l'un des pires pourris de l'histoire de la télévision et qui est ridiculisé la moitié du temps. Et pourtant, ils le voient encore en champion de leur cause. Donc, il y a des vrais soucis d'interprétation des œuvres. Est-ce que ça doit empêcher d'aller dans ces directions-là? Certainement pas. Par contre, oui, on voit aujourd'hui, et pour le coup, on le voit aussi en jeunesse, mais pas que, qu'il y a un vrai souci de culture littéraire. Et notamment à force de passer des décennies à taper sur les études littéraires en France, à taper sur tout ce qui était cours de français un peu exigeant et tout ça, et pas qu'en France, je veux dire, mais effectivement, il y a des gens qui, de fait, et des jeunes à qui on n'a plus donné des clés pour décrypter le monde parce que ça s'apprend. Parce que moi, j'ai des clés pour décrypter les textes, pas parce que je suis merveilleuse et géniale, mais simplement parce que j'ai eu des cours, parce que j'ai appris. Et là, on a un vrai problème de transmission, on a un vrai problème d'apprendre à décrypter les textes. Et parce qu'effectivement, Nabokov, c'est un cas d'école. Mais voilà, quand James Ellroy fait un tueur sur la route, ça veut pas dire que lui est un tueur en série nazi, quoi. Mais par contre, il se plonge dans son personnage pour l'interroger de l'intérieur. Et là, c'est vrai qu'on a un vrai souci de simplement, mais qui est plus du ressort de l'auteur pour ce coup, qui est du ressort vraiment de la société en général et de l'apprentissage aux textes et aux œuvres de fiction. Alors, rapport aux questions effectivement d'interprétation et qui peuvent être faites sur notre travail, effectivement, je pense que si on fait du mieux, il vient un moment où on ne peut plus être entièrement responsable de la réception et de la compréhension qui peut être faite de notre travail. Évidemment, là, on est dans des domaines où il y a des choses qui vont être des réponses éminemment personnelles, on fait que poser les questions. Les énormes problèmes d'interprétation et de compréhension et d'éducation aux médias et d'esprit critique aujourd'hui nous dépassent malheureusement beaucoup. Et ça arrive et ça existe. Donc, quelle est notre posture vis-à-vis de tout ça? C'est une interrogation qui va toucher chaque auteur-autrice et qui va probablement être une question qui va se poser, devoir être revisitée toute la carrière et toute sa vie. Après, pour moi, là, par contre, la marge de manœuvre qu'on a, c'est nous faire au mieux notre travail en se posant un maximum de questions. Absolument. Voilà, en se renseignant au maximum, en écoutant les gens autour de nous. Et de se dire au moins, moi, je suis clean avec mon travail, pas pour se décerner des médailles, mais simplement, c'est la marge de manœuvre qu'on a. C'est nous faire au mieux notre travail de notre côté. Comme promis, comme menacé, cet épisode sera donc en 2 parties et nous vous retrouvons dans 15 jours pour la suite et la fin de cette conversation sur la liberté de discours et la validation autoriale. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis, maintenant assez procrastiné, allez écrire.